la République quand il est 10 heures dans la cité capitale. Et ce matin, nous parlons éducation, éducation avec la proximité avec les débits de boissons dans la cité capitale et même dans d'autres villes camerounaises. Que dit la réglementation? Quel impact cette situation a sur l'éducation des enfants? Eh bien, on en parle tout au long de cette émission durant 1h55 sur cette antenne. Et pour en parler ce matin, ils vont répondre présents. Donc, ils sont déjà sur ce plateau. Le docteur Grégoire Manga, habitué de ce plateau, va vous gratifier également justement ces différentes analyses. Un enseignant également, puisqu'on parle des questions d'éducation, Christian Etoundi, est davantage également journaliste. Il sera des nôtres tout au long de cette émission. Nous aurons le docteur Christian Brice Oyonom et surtout Lazare Nomo, le directeur de publication du quotidien Gouvernance Presse. Mesdames, Messieurs, voici ici la République. Voilà, ils sont donc installés, du moins la moitié de ceux qui ont été conviés ce matin sont déjà installés, la moitié des gens sont déjà installés sur ce plateau pour ce grand débat intense. Christian Etoundi, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte Nama, bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est une joie une fois de plus d'être invité à ces agapes du savoir, à ces agapes de la réflexion stratégique parce que dans ici la République, c'est une institution stratégique. Vous savez, il y a trois strates dans la perception qu'on peut avoir d'une action. Il y a la strate stratégique, permettez-moi d'être redondant, il y a la strate opérationnelle, Oui. il y a la strate technique. Donc nous ici, nous essayons de raisonner, de réfléchir pour que la strate opérationnelle, ceux-là qui sont sur le terrain, se saisissent de nos réflexions et qu'au bout, véritablement, cela soit implémenté au niveau de la strate technique. Parce qu'il y a des institutions de notre technique. Merci pour cette invitation. D'accord, je vais vous accueillir avec ce sujet en sport. Vous l'avez suivi hier, la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé Kombi, pour préparer justement la CAN marocaine à laquelle les Lions indomptables sont conviés suite à leur brillante qualification, dont je préfère le dire. Donc, on va participer à cette épopée marocaine. Eh bien, Narcisse Mouelé Kombi, patron du sport camerounais, a donc réuni l'ensemble de ses collaborateurs hier, y compris également les acteurs venus de la Fédération camerounaise de football, à l'effet de préparer justement le départ des Lions indomptables pour la terre marocaine dans quelques jours seulement. Il y a le journal Le Pélican de Jules Brice Ngaba ce matin qui est revenu sur cette situation, parlant du MINSEP qui met en garde la Fédération camerounaise de football devant ses responsabilités. On l'a suivi hier, l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais a mis des moyens pour justement permettre à la Fédération camerounaise de football de mieux conduire les Lions indomptables au Maroc. Que doit-on comprendre par cette sortie? Je dois dire qu'il était quand même temps d'enterrer l'âge de guerre, parce que ça commençait à bien faire, ça commençait à durer, ces petites batailles, ces clivages entre ce qu'on a envisagé comme des hiboux et d'autres comme des églisiens, ça dépendait du pôle dans lequel on se trouvait, parce que pendant pratiquement 2 ans, le Cameroun a été divisé en deux. Divisé en deux par ce conflit-là, qui a été, je vais dire, exagéré un peu ou bien mis en évidence davantage par la présence d'un coach belge, Marc Brice, qui est parti aujourd'hui. C'est sa situation qui a amplifié le phénomène. Oui, la situation a amplifié son arrivée, ses bravades, ses gueulantes à l'endroit de la fédération, à l'endroit du président Samuel Eto'o, qui est le président, c'est la prééminence institutionnelle quand même du football au Cameroun, l'Africa Foot. Et quelque part également, c'est, je vais dire, ses amitiés et ses inimitiés avec quelques acteurs du régime, parce qu'il vous souvient que parfois il réclamait son salaire à lui et à Dia. Il montait comme ça pour réclamer son salaire. Donc je crois qu'il était même devenu embarrassant pour le ministre lui-même. Parce que j'ai eu dire que le Marc Brice a dû appeler le ministre plusieurs fois, qu'il ne prenait pas le téléphone. Mais dans ce contexte assez délicat dans lequel nous vivons, il était de bon ton qu'on évite une autre crise. Et
Et le ministre Mouele Kombi l'a fort opportunément compris. Et je crois qu'on va aller peut-être vers une CAN un peu plus apaisée. On va peut-être avoir un ministre qui va dans les vestiaires pour parler aux joueurs. On aura peut-être le président Samuel Eto'o qui pourra avoir accès à cette équipe aussi. On pourra avoir ces acteurs-là qui d'habitude, on booste le moral des Lions, les Roger Miller et autres. Vous savez, au plus fort de cette crise, il était interdit à Samuel Eto'o d'aller dans les vestiaires. Oui. Il lui était totalement interdit. Donc moi, je crois que le ministre est resté, je veux dire, républicain. Il est resté républicain. Il a eu une intelligence de situation pour comprendre que c'était une autre époque aujourd'hui, Marc Brice, parce qu'il dit la page Marc Brice est tournée, allons résolument vers la CAN. Je dois également préciser que on va vers cette CAN avec un entraîneur local. Oui. Pagou, qui n'est pas le moindre. Vous savez, quand on parle de ceux-là qui connaissent plus ou moins le football camerounais, c'est le coach Pagou, David Pagou, qui a entraîné beaucoup d'équipes au Cameroun, qui a amené ces équipes-là très haut, qui a été adjoint de Marc Brice, donc il connaît un peu la tanière. Et il y a également que le Maroc parfois nous réussit. Le Maroc parfois nous réussit parce qu'en 88, on va gagner une coupe au Maroc. On bat même le Maroc, je me souviens. En demi-finale, ce match épique-là avec les Aziz Bouderbala et tout ça. Est-ce que le football, je veux dire, ça entoure des émotions? Non, le football, on a soulevé le trophée au Maroc en 88 et ça peut être la même situation. Il y a quand même un devoir de mémoire. Vous savez, il y a des choses qui se suivent. Hein. Vous voyez, 84, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas pu gagner en Côte d'Ivoire récemment. Après, c'était le Maroc. Oui. Parce que 84, 86, Égypte. Donc, il y a cette suite-là. On espère que cette fois-ci, avec le climat plus ou moins serein qui devrait exister à l'équipe nationale, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de fautes têtes. J'ai écouté Claude Leroy dire il y a quelques jours qu'il a laissé Bidarantes. Oui. Il a laissé Abega Toufil. Ce n'était pas les moindres, hein. Pour ceux-là qui... on parle des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si on vous dit Bidarantes, même Roger Mila vous dit que c'était le meilleur de leur génération. C'est Mbida qui sonne la révolte en 82 et nous on n'était pas là quand il prend le ballon face à l'Italie et en 2 minutes il égalise. C'est Mbidarantes. Donc même Mila vous dit Mbida c'était le leader technique, c'était le leader moral, c'était tout. Donc si on laisse Mbidarantes, on va à la CAN sans Mbidarantes, on laisse à Bega Théophile qui n'était pas n'importe qui. Vous comprenez que c'était une décision courageuse. Un peu comme on voit aujourd'hui, on a laissé l'un des meilleurs gardiens au monde. Ando Nana, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Mais pour des questions de discipline, on l'a laissé, vous voyez un peu. On a aussi laissé d'autres. Donc moi, je crois qu'on devrait être un peu plus serein aujourd'hui à cette CAN et que le coach va travailler avec beaucoup plus une capacité manœuvrière qui n'était pas évidente si il y avait les marques grises et que l'environnement était plombé comme on le voyait. D'accord. C'est vrai qu'il ne reste que... ça commence le 21, c'est 10 jours. Il ne reste que 10 jours justement pour l'ouverture de cette compétition. Je rappelle qu'il est passé de 16 à 24. Oui, à 24 parce que 24, quel était le premier pays à accueillir cette compétition? Je crois que c'est nous. Hein. C'était le Cameroun, oui. À 24. À 24, oui. 24 c'était le Cameroun, oui. Donc, les Lions indomptables seront donc de cette expédition. Docteur Christian, docteur Manga, Grégoire Manga, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Hippolyte Nama. Bonjour à tous mes copanélistes. Bonjour également à tous les techniciens de l'ombre, les hommes de l'ombre, les techniciens. Cette vaillante équipe dynamique qui vous accompagne. Je voulais également dire merci, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci une fois de plus. Alors, même vous, hein, je rappelle que vous êtes également un sportif, donc vous ne serez pas à marge de cette actualité. Comment avez-vous perçu la sortie du ministre des Sports hier? D'aucuns disent qu'on peut revivre l'épopée de 90 quand Roger Mille a rejoint la tanière, oui, l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, alors qu'au départ, on a laissé au pays. Oui. Et il y a eu une très haute instruction qui demandait qu'il rejoigne cette équipe. D'aucuns ont fondé cette prédiction avec le gardien de but, André Onana. Monsieur Pouna, moi j'avais décidé dans un passé encore très récent de ne plus évoquer les questions footballistiques au niveau de cette... Pour quelles raisons? Pour des raisons
des guéguerres constantes qui existent entre la FECAFOOT et l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ces guéguerres-là qui n'ont pas vraiment l'image de marque du Cameroun. Je voudrais, puisque vous me posez la question, je vais quand même dire un mot. J'ai suivi quand même la réunion qu'a tenue M. le ministre, le professeur Nassim Ouellekombi, son département ministériel. Je voulais dire ici que c'est dû. Bon, il a pris acte, parce que j'ai essayé de discuter son discours. J'ai vu une de ses adresses, il disait clairement qu'il prend acte de la décision qu'a prise, qui est bien voulu prendre la FECAFOOT pour essayer pour se séparer du coach Marc Brice. Je voulais dire de manière générale que le Cameroun, il est important pour que la sérénité puisse venir, puisse être mise entre les deux parties, notamment le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Il est important que les deux parties puissent entrer la hache de guerre. C'est très important. Si nous voulons avoir les résultats plus probants, si nous voulons atteindre si nous voulons aller plus loin dans la compétition, aussi bien au plan africain que mondial. Malheureusement, le Cameroun s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Nous le regrettons ici. Mais nous pensons également que si le football, parce que le football au Cameroun, M. Ipounama, restait encore le seul élément, le seul outil qui fédérait le peuple camerounais, les citoyens. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait un match de football dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, on se retrouvait autour, moi j'ai eu à faire ça, on se retrouvait autour des amis, des collègues, des frères et sœurs, on voit le match du Cameroun, quelques telles équipes, on prenait une bière, une jeu ensemble. C'est le moment de brassage des communautés. Maintenant, du fait de ces guéguerres, du fait de ces conflits, vraiment, les Camerounais ont perdu l'envie. Les Camerounais ont perdu la détermination qu'ils avaient autrement d'aller dans les stades. Non, mais je pense que l'envie n'est pas perdue. Hein. Il suffit d'un but et puis ça réveille tout le monde. Ouais. Oui, je pense que c'est même pour ça que le président de la République, son excellence Paul Biya, lui qui a toujours été légaliste, lui qui a toujours été un homme très discipliné, lui qui a toujours été contre le chaos, contre les ordres, va certainement tirer les conclusions. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette guéguerre-là. Il faudra tout plus que le président, le vin est tiré, il faut qu'on le boive. Parce qu'il faudrait que le président tire les conclusions et que le football qui a toujours été, parce que c'est le football qui unissait, vous allez voir, chaque fois que le Cameroun allait au mondial, remportait les trophées, le président de la République se faisait souvent le devoir de recevoir cette équipe nationale avec tout l'encadrement technique qui les accompagnait. Et cela, c'était le moment d'unité, d'union dans les cœurs des Camerounais. Mais maintenant, le seul élément, parce que les Camerounais tirent le diable par la... Certains, la plupart des Camerounais tirent le diable par la queue. Bref, on dit la basse classe. Hein. Le seul moment, on pouvait encore se détendre, on pouvait encore, en dépit de nos nombreux soucis quotidiens, on pouvait encore se détendre un peu. Le football est venu à cause de ces guerres. C'est le premier facteur de distraction. Oui, c'est l'un des facteurs de distraction parce que le football, le Cameroun, c'est une nation de football, MC Pounana. C'est une nation de football qui a été reconnue mondialement. Oui. Très mondialement. Oui, on regarde d'ailleurs son parcours. Son parcours, je pense que c'est la toute première nation à atteindre la phase de... Quart de finale. Quart de finale, tout à fait, oui. Voilà. Monsieur Pounama, est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun devient la risée du monde entier? Bien sûr. Moi, j'ai des collègues ivoiriens, tchadiens, béninois, qui disent que non, mais docteur Mango, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays là-bas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Même les États qui ne pouvaient même pas adresser une parole au Cameroun se mettent à aller faire du porte. Je pense quand même que si le Cameroun veut davantage encore gagner de lauriers, si on veut ramener la sérénité qu'il y avait dans le temps dans le mouvement sportif, plus particulièrement dans le mouvement footballistique Cameroun, il est important que la hache de guerre puisse être enterrée les deux parties et que le football puisse continuer à fédérer les Camerounais comme cela a toujours été avant. Voilà ce que je peux dire. Il faut aussi davantage parler aux internautes. Hein. Oui. Vous savez qu'ils ont créé deux communautés autour de cette affaire. Il y a ce qu'ils appellent des hiboux
Et les Églisiens. Bou et l'autre, de l'autre côté, les Églisiens. Ils font des sorties épistolaires un peu difficiles. On a lu il y a quelques jours, ils écrivent des choses terribles contre le sélectionneur, contre Samuel Eto'o, contre Narcisse Mouele-Kombi, ça dépend du bord, voilà, du camp. Par exemple, sur Marbrice, ils ont d'abord dit que Marbrice a été affecté à Okola. Ils ont encore dit que oui, Marbrice a été affecté à Salapumbe. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit hier que Marbrice est allé déposer ses dossiers au Real. On a examiné. Quand on a vu, on a appelé la police. Donc c'est un peu ça. Docteur Christian Brice-Oyolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Hippolyte Nama. Bonjour, Camdis. Bonjour, la République du Cameroun. Bonjour, chers copanélistes. Vous allez bien ce matin? Je vais plus ou moins bien, monsieur Hippolyte. Vous aimez aussi quand on dit que Marbrice on a appelé la police contre lui? Si il est en infraction, c'est tout à fait normal. Non, est-ce que c'est le CV qui doit être une infraction? Monsieur Hippolyte, dans certains cas, les papiers doivent parler pour vous. Et si les papiers ont parlé pour monsieur Marbrice, il était de bon ton qu'on l'arrête. Comment voyez-vous notre équipe pour cette expédition marocaine? Le bloc de Pagou, et en face, il y a des nations qui se réveillent. Oui, commençons par le bloc de M. Pagou, l'entraîneur. On sait ô combien il a fait ses classes au sein des équipes nationales camerounaises. Oui. Pour cela, M. Pagou est l'incarnation de ce que de nombreux Camerounais ont voulu, la nationalisation du banc de touche camerounais. Pour cela, cette idée, cette initiative doit être saluée parce qu'on a un banc de touche camerounais. Il faut qu'on donne la chance aux Camerounais de pouvoir prouver ce qu'ils en sont capables au niveau surtout des critiques lorsque nous avons un entraîneur expatrié. Parce que les critiques qui reviennent le plus souvent, c'est que l'expatrié ne maîtrise pas le terroir. Oui. Et lorsqu'il ne maîtrise pas le terroir, cela signifie qu'il ne maîtrise pas le championnat camerounais. C'est-à-dire, il n'a pas la détection facile des talents camerounais, des talents du terroir. Or, M. Pagou a fait ses classes au niveau national, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il maîtrise au mieux les talents camerounais et je pense que de par sa posture d'entraîneur national maintenant, il a pu sélectionner ces derniers et dans sa logique, dans sa vision, il sait qu'il fera quelque chose de bien pour l'harmonie des Camerounais. Et avec son arrivée, peut-on confirmer ici que l'harmonie sera au rendez-vous? La discipline beaucoup plus dans la tanière. J'ai beaucoup plus peur pour cela, pour ce mot d'harmonie, avec l'arrivée d'un national. Parce que, voyez-vous, le Cameroun, ou bien les Camerounais ont encore la maladie du blanc. C'est-à-dire, ces derniers se disciplinent beaucoup plus lorsque c'est un expatrié qui est aux commandes de l'équipe nationale. La théorie du meilleur est ailleurs. La théorie du meilleur est ailleurs. Et voyez-vous, c'est ce que je suis en train de craindre. Mais pour que cela n'arrive pas, le président Samuel Eto'o en a pris. Bon, je ne dirais pas que le président, j'allais faire une hérésie là. Le sélectionneur a pris sur lui justement de faire un tamis pour ceux qui peuvent être le caillou dans la chaussure. Puisqu'on a vu il y a longtemps, lorsque vous êtes à un niveau supérieur, quand je parle de niveau supérieur, c'est-à-dire lorsque vous jouez en Occident et que vous avez un nom qui puisse résonner, à un moment donné, celui qui est sélectionneur au sein de votre équipe nationale et qu'il soit local, vous n'avez pas les mêmes circonstances financières.
Les circonstances financières du professionnel venu de l'Occident dominent sur celles de l'entraîneur localement à la tête de l'équipe nationale. Et c'est ce qui entraîne généralement le désordre. Et pour cela, je me dis, il n'aura pas fort à faire sur le plan disciplinaire, parce que les cartes ont été redistribuées. D'un côté, le MINSEP a pris acte de cette réélection. De l'autre, également, le ministère a également pris acte de ce que l'ancien sélectionneur ne soit plus. Lorsqu'on sait que c'est le MINSEP qui avait pris sur lui de faire signer cet ancien contrat. Alors, à date, on va dire quoi? On va dire que c'est l'AFECAFOOT qui a repris les rênes de la sélection nationale au niveau du sélectionneur. C'est l'AFECAFOOT qui a nommé M. Pagou. M. Pagou reçoit les instructions de l'AFECAFOOT et M. Pagou, par sa diligence, par son professionnalisme qu'on lui connaît, a fait une sélection qu'il pense meilleure pour l'édition prochaine de la CAN. Je pense qu'il y a eu des critères de sélection, parmi lesquels son élection comme meilleur entraîneur du championnat national. Je pense qu'à l'édition passée, championnat national, meilleur sélectionneur. D'ailleurs, quand on dit que sur le plan disciplinaire, les Lions Indomptables devraient s'aligner parce que déjà, sur le plan physique, ça je parle toujours des internautes. Ils disent que c'est un monsieur qui est bien debout, une armoire, que s'il faut aller au sol, vous irez au sol. C'est un peu compliqué. À ce niveau, Monsieur Pagou, lorsque vous le regardez, peut-être vous parlez sous la bannière des internautes. Oui, chose qu'on va vous concéder, mais je vous dis, lorsque vous voyez le monsieur en face, vous comprenez qu'il y a l'homme devant vous. Alors, bon, c'est pas sur cela que l'on va s'étendre pour juger d'une certaine disciplinarité, non. C'est que M. Pagou, a une personnalité respectée, respectable, au vu des résultats qu'il a toujours produits. Et vous allez voir que l'instance fêtière de la FECAFOOT, depuis 5 ans aujourd'hui, qui a su redorer un certain blason, qui a donné une certaine image nouvelle avec les Oscars, je pense bien c'est comme ça qu'on les appelle, les Oscars du football. Justement, si nous sommes arrivés à la sélection de M. Pagou, à la nomination de M. Pagou comme étant entraîneur, sélectionneur national, c'est parce que justement la FECAFOOT a abattu un travail de titan, un travail sélectif, un travail de meilleur. C'est la raison pour laquelle on a les Oscars. Et ce n'est pas les Oscars, ce n'est pas la FECAFOOT qui vote. C'est l'ensemble footballistique de la famille footballistique qui vote pour nominer M. Pagou comme étant meilleur entraîneur. Et c'est de surcroît. Et là, ça facilite le travail. Que ce soit le MINSEP, que ce soit la FECAFOOT, de pouvoir dire, bon, le peuple a dit... Je prends celui que vous avez choisi. Voilà, je prends celui que vous avez choisi. Il est de bon ton pour moi de reconnaître la souveraineté parce que c'est de ça qu'il est question. Le peuple est souverain ici, quelle qu'en soit la représentativité qui puisse paraître. D'accord. Monsieur le directeur de publication du journal Gouvernance Presse nous a rejoint sur ce plateau. Lazare Nomo, bonjour. Bonjour Rico, Hippolyte Nama, bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Candice TV. Bonjour à tout le panel également. Merci de m'accueillir une fois de plus sur votre plateau. Pourquoi c'est arrivé? Vous avez été embouteillé? Non, il ne s'agit nullement pas d'embouteillage, mais j'ai eu une urgence très tôt le matin. Il fallait que je réponde à cet appel. Et après, c'est fini, j'ai décidé de rejoindre très rapidement.
le plateau de Camdis TV. Mais les téléspectateurs vont remarquer que vous avez un look particulier ce matin. Hein? Oui, parce que j'ai des sujets aussi particuliers ce matin. Vous nous rappelez Étienne Tshisekedi. Oui, Étienne. Le père du président. Oui, le père de Félix Tshisekedi, l'ancien opposant qui a bougé également au Congo, comme ni John Fundi au Cameroun. De toutes les façons, bienvenue sur ce plateau. Vous aimez également le football. Hein? Vous avez trouvé sur ce plateau avec cette question de football entre la fédération, les Lions Indomptables qui s'apprêtent à aller au Maroc pour représenter le drapeau national. Mais entre-temps, il y avait ce débat qui est resté pendant entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et d'Éducation physique. On a vu hier la réunion préparatoire justement à cet événement, le ministre Narcisse Moëlle Kombi qui a fait savoir qu'on a donné beaucoup de moyens à la Fédération camerounaise de football pour mieux conduire les Lions Indomptables du Cameroun. Et d'aucuns ont tout fait de dire qu'il s'agit d'une mise en garde, qu'au cas où vous échouez, on aura tout donné déjà. Et pourtant, on ne devrait pas arriver là. C'est une compétition. On peut gagner la compétition comme on peut également la perdre. Mais ce qu'il est bien de constater, Hippolyte, c'est le contexte qui a animé ce que je vais appeler le conflit entre MINSEP et FECAFOOT, et qui justement a fait appel à certains cadres de l'équipe nationale, certains joueurs. Et l'injection de nouveaux acteurs. De nouveaux acteurs dans ce conflit. Et ce conflit, justement, a laissé des conséquences. Peut-être je parle des conséquences, a laissé des conséquences parce que, voyez-vous, je me dis, la réunion d'hier était peut-être une fin, entre guillemets, de ce conflit-là. Mais il y a les conséquences qui restent. Parce que même si on a enterré la hache de guerre, voilà, il y a des séquelles de la guerre. Il y a des séquelles de la guerre qui sont toujours là. Vous avez certains cadres aujourd'hui qui aspiraient quand même à participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, qui ne sont pas là. Tout simplement parce qu'il y a eu un effet c'est des effets de cette crise, de ce conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP. Mais ce que moi je dois dire aux Camerounais et à l'attention du MINSEP, de la FECAFOOT et peut-être de ces cadres, il s'agit là de l'unité nationale. Il s'agit là de l'équipe fanion du Cameroun. Du drapeau. Il ne s'agit pas c'est pas un problème d'individualisme. Le ministre l'a dit hier. Hein, voilà, c'est le Cameroun qui est d'abord devant. C'est le Cameroun qui est devant. Alors ce conflit doit déjà prendre la fin parce que ça nous dérange davantage. Moi j'ai essayé de causer, hein, j'ai suivi un débat de certains jeunes hier qui disaient qu'ils ne vont pas regarder les matchs des Lions Indomptables. Vous savez qu'il y a déjà deux factions depuis le problème de MINSEP FECAFOOT. Il y a ce qu'on appelle les Églisiens, les Hiboux. Donc, ça c'est connu, hein, voilà. C'est beaucoup plus sur la toile. Voilà, et donc les gars ont transposé ça, ils disent que non. Moi, je ne vais pas regarder le match des Lions parce qu'il n'y a pas je n'ai pas vu, il n'y a pas tel joueur, il n'y a pas tel gardien, on n'a pas appelé tel. Mais l'autre lui dit que non. Mais Samuel Eto'o est venu pour donner le football. Donc en fait, il y a eu des arguments là. Chacun était en train de défendre en fonction de sa position, de son bord idéologique. Mais au fond, qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend que la crise là, a laissé véritablement des séquelles parce que quand un Camerounais qui dit qu'il ne regardera pas le match des Lions Indomptables de son pays et qu'il va peut-être miser même contre l'équipe nationale de son pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème et ce problème vient, ça impacte justement pas ceux qui dirigent la FECAFOOT ou le ministère des Sports, mais ça impacte aussi sur les populations, sur le peuple camerounais qui est fier toujours de regarder son équipe nationale. Peu importe les résultats, mais on est toujours à chaque fois, et je sois peut-être pas là pour demander à tous les Camerounais de se mobiliser, qu'on laisse un peu ces conflits, qu'on regarde vers l'avant pour que notre équipe continue, n'est-ce pas, à aspirer à gagner encore des trophées comme on l'a fait en 2017. C'est vrai qu'en 2017, on ne nous attendait pas. Mais le Cameroun a toujours en 2017, c'était un trophée par coup de dé. Voilà, donc on ne nous attendait pas. Donc je pense qu'il est temps que ce conflit s'achève, que ce conflit prenne fin et qu'on regarde un peu plus vers l'avant. Mais également, il y a quelque chose qui dérange, le côté des influenceurs. Oui. Les influenceurs qui sont derrière, par exemple, le président Samuel Eto'o ou derrière André Onana, par exemple, ne font pas un bon travail.
n'aide pas ces gens. Moi, je pense qu'il est temps que le président Samuel Eto'o regarde un peu plus clair de son entourage, de ses influenceurs. Il essaie de revoir ce qui l'entoure. Parce que les gars ne l'aiment pas, au fond. C'est des gars qui viennent là pour grappiller quelque chose et font... Parce que quand quelqu'un vient à la toile et bombarde des vidéos, des écritures... Non, mais c'est des gens qui n'aiment pas Samuel Eto'o. Lui-même, moi je l'ai suivi dans l'autre chaîne la dernière fois. Mais voilà quelqu'un qui a grandi, même sur sa manière de parler. Il n'est plus celui-là qui avait des propos un peu plus, j'ai envie de dire, vulgaires. Mais il est redevenu, comme quelqu'un l'a appelé, un homme d'État. Et moi, je pense qu'il est aussi bon ton qu'il essaye un peu de balayer son entourage et de mettre en avant, de prendre des personnes un peu plus cohérentes, des personnes qui ne viendront pas là pour faire plaisir au président Samuel Eto'o, mais de lui dire que voilà ce qu'il faut pour que... Comment va-t-il faire pour balayer celui qu'il aime à 150 km et qu'il aime par téléphone? Et pour quand je parle comme ça, ce n'est pas véritablement celui qui a 150 km. Il y a ceux qui sont... qui font justement ce... Oui, mais il y en a ceux qui sont avec lui là au quotidien, qui parlent du nom de Samuel, qui vont à la FECAFOOT, qui sont même capables de prendre des fonctions de nettoyer ou de nettoyer le sol. Ils sont là. Ils sont là et qui sont toujours là, mais et qui ne peuvent pas dire à Samuel que non, le président, ça ne va pas. Ça, c'est le conflit. C'est la même chose que j'adresse à André Onana, qu'il est le cadet, Samuel Eto'o son père. André, honnêtement, il a vu à quel niveau ce conflit ne l'a pas aidé. Donc, André doit prendre sur lui de venir vers son père. Il n'y a pas à avoir des points de vue divergents, mais il y a une manière de discuter, de dialoguer avec son père. Parce que tout compte fait, Samuel Eto'o quand même, c'est celui-là qui a fait des choses pour André. D'accord. On vous a vu cette semaine, vous avez fait une sortie parlant des fêtes de fin d'année. Vous avez dit que les gens oublient demain. Ça voulait dire quoi? Oui, les gens oublient demain justement. Merci pour ce sujet. Vous savez que dans un contexte comme celui-ci, on est les fêtes de fin d'année, les gens font des... Comment j'appelle ça? Des dépenses, n'est-ce pas? Oubliant que on ira au mois de janvier, février et août. Ouais. Vous voyez quelqu'un qui dépense énormément, 300 000 pour des repas, pour manger, pour boire, mais oubliant, mais à partir de janvier, on va vous parler de la janviose. Comme on dit souvent. Or, il est question pour que les Camerounais sachent que la vie est difficile. On ne peut pas voir dimanche, n'est-ce pas, oublier les autres jours. Il faut qu'on apprenne à être rationnel sur le plan économique, sur le plan de la gestion des choses, à être rationnel, à utiliser les moyens que nous avons en fonction, n'est-ce pas, des opportunités des gens. Vous ne pouvez pas avoir la fête de fin d'année, le Noël, je ne sais pas moi, et dépenser, acheter des vins pour souffrir en janvier, pour vouloir même ne serait-ce que l'argent de taxi aller au boulot en janvier. Et là, on va dire que janvier est un mois difficile. Non, il s'agit justement d'être un peu plus rationnel, de savoir dépenser et de ne pas s'affoler, de ne pas rester dans l'enthousiasme des fêtes de fin d'année, notamment la nativité et je crois la Saint-Sylvestre également. D'accord, vous invitez des gens, les Camerounais à plus de sobriété. Oui. De sobriété, donc... D'accord, le message est passé. Hein. C'est le contexte. Le contexte y prête. Oui, peut-être ce n'est pas le sujet central. Non, ce n'est pas le sujet central, oui. mais je sors rapidement là pour souhaiter un joyeux anniversaire à un de mes grands frères, un confrère, à nous, Victor Eyada. D'accord, c'est un fidèle téléspectateur de cette émission. Mesdames, Messieurs, on va prendre une courte pause. Sous le très haut patronage de son Excellence Paul Biya et le parrainage du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'Association des Bayam Selam du Cameroun organise la 12e édition du FEBASI et sa grande foire du Cameroun du 8 au 20 décembre 2025, si à la zone Magazine Sam. Au programme, grande foire aux vivres, grande foire artisanale, exposition vente, espace gastronomique, soins de santé, ateliers de formation. L'apothéose avec la 3e édition des ASBI Awards, la fête de l'excellence, le 18 décembre 2025 au Palais des Congrès. Y prendront part les ministères sectoriels, les organismes publics, parapublics et privés, les partenaires au développement. C'est du Sassaï. Le kilogramme de maquereau doré à 1500 francs CFA, de viande de bœuf, de porc à 2000 francs CFA, sans oublier les merveilles de nos champs.
Bonne année oh. Contact. Retournons sur cette antenne et ce matin nous parlons éducation avec des campus qui sont noyés dans la bière. Christian Etoundi, on voit de plus en plus la construction des établissements à proximité des débits de boissons ou alors l'ouverture des débits de boissons à proximité des établissements, des nuisances sonores et autres mécanismes qu'on observe de ce côté. Votre premier commentaire? Disons que c'est dans l'air du temps de voir des situations comme ça, quelle que soit la ville que vous prendrez au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que les choses les plus vues, les choses les plus visibles, c'est les bars et les écoles et les églises. Les bars, les écoles et les églises. Il y a ce triptyque-là. Les bars s'installent au petit bonheur la chance. C'est-à-dire si vous avez une rue marchande ou une rue qui est bien située, à quelqu'un qui viendra parfois ouvrir un bar là parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont soit en bar, soit en snack, de toute façon une buvette parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont se trouver là. Je parlais l'air du temps aussi parce qu'il y a ce réflexe-là de façon ontologique même, si on remonte à des temps immémoriaux, les Camerounais ont un rapport facile à l'alcool. On a un rapport facile à l'alcool. Donc l'une des choses qui marche le plus au Cameroun, c'est le bar. C'est-à-dire si vous avez un bar, vous êtes sûr que vous allez agréger beaucoup de personnes autour de ce bar-là. Et pas que les élèves qui sont dans l'école à côté ou l'université à côté. Vous aurez tout le monde qui va se retrouver là. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, en réalité, voudrait établir une corrélation entre la désaffection peut-être de l'école, le désintérêt de l'école et la présence des bars à côté. Parce que parfois, je ne vais pas donner le nom des écoles, vous savez, que ce soit des écoles d'un niveau secondaire ou universitaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des enfants en tenue dans des bars. C'est-à-dire, si vous allez là 10h, 11h... Parce que le bar est justement à 150, 50 mètres. 50 mètres de l'école, voilà. Oui. Parfois, c'est un peu... la hardiesse des surveillants, la hardiesse un peu des chargés de discipline qui vient les enlever de ce bar-là. Ouais. En prenant même des risques aussi. Mais ce n'est pas toujours ça, parce que parfois même le surveillant général, quand il arrive pour vous chasser, on finit par le convaincre. Il prend place et puis vous continuez ensemble. Oui, parce qu'il fait ami parfois avec le tenancier. Donc je crois que c'est quelque chose qui véritablement nous colle à la peau. Si vous allez à Douala, vous allez voir à Ange Raphaël, c'est bondé de bars. On va me dire c'est l'université et qu'à l'université, on sait ce qu'on veut, vous voyez. À Yaoundé également, vous allez voir la même chose. Vous qui venez de... Je ne sais pas trop comment ça se passait de l'autre côté, là où vous étiez chargé de la communication à l'université. Mais vous savez que le contexte universitaire, le contexte académique de façon générale, ne s'accommode pas de ce type d'alentour. Parce qu'il y en a qui prennent tout l'argent de pension pour aller boire au bar. C'est-à-dire les 50 000 là, le gars prend lui avec ses amis. Il y en a également qui se retrouvent parce que ces bars-là ont également des salles de jeu à côté. Il y a des salles de jeu en annexe, il y a ceci. Donc c'est des activités génératrices de revenus qui vont intéresser au plus haut point ces enfants-là qui véritablement n'arriveront pas à s'en détacher. Alors, ce qui relève du constat aussi, c'est que le bar a parfois trouvé l'école. Le bar a parfois trouvé l'école, c'est-à-dire l'école est là. Il y a des écoles qui existent depuis 30-40 ans. Si vous allez peut-être là en Dissamba, Siamtou, c'est des vieilles écoles qui existaient déjà. Yaoundé n'était pas aussi populeux, Yaoundé n'était pas aussi... voilà. Yaoundé n'avait pas autant de bars et de buvettes. Donc, les gens se sont dit c'est la nécessité qui fait l'invention. Là où il y a des clients, on va vers là où il y a les clients. Si la plupart de nos clients viennent de l'université à côté ou viennent des écoles à côté, on va installer ça à côté de ces écoles-là. Il y a peut-être des gens qui viendront d'ailleurs qui vont se retrouver là. Mais il y a une loi, Hippolyte, qui interdit la présence des bars, des buvettes et autres salles de jeu à côté. Je crois que c'est en 98, du 16 avril 98, quelque chose comme ça, il y a une catégorie, vous savez, dans les lois, il y a des chiffres qui relèvent de ces lois-là. Mais c'est que c'est en 98 que la loi de l'orientation scolaire, la loi de l'orientation scolaire, voilà, j'y viens, qui véritablement interdit la présence des bars, des buvettes, des salles de jeu à côté des écoles.
Mais il y a un régime de tolérance. C'est en fonction des villes, en fonction de la taille de la ville. En fonction de la taille de la ville. 200 mètres pour les grandes villes. Oui, voilà. 200 mètres pour les petites villes. Bon, mais maintenant, 200 mètres, vous savez, avec l'appellation foncière qui est dans les grandes villes, la pression foncière même, qui va laisser 200 mètres entre l'école et parfois, ces personnes qui ont ces buvettes-là, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas moi, c'est parfois des gens d'un certain niveau social. C'est des gens qui sont bien assis, c'est des gens qui ont le bras long, c'est des gens qui ont un entre-gens, et c'est parfois difficile d'aller fermer. Même quand la gendarmerie arrive, Hippolyte, vous savez, pendant la période du Covid, c'était une curiosité de voir comment est-ce que certains bars ouvraient pendant que d'autres fermaient. On disait non, confinement, il ne faut pas ouvrir et tout. Mais il y a des arrière-bars, le bar en arrière était ouvert. Et parfois, vous voyez une pick-up gendarmerie qui est garée quelque part là, parce que les gars ils vont aller se prendre une, vous voyez, au Cameroun. Donc moi, je crois que ce n'est pas Don Quixote qui lutte contre les moulins à vent. Vous savez, dans la mythologie hispanique, il y a ce monsieur-là qui allait lutter contre les moulins à vent parce que ça tournait là et disait, mais c'est quelle histoire ça? C'est quand même un combat difficile, qui n'est pas perdu d'avance, mais c'est un combat difficile. Il faut des coups de boutoir, il faut véritablement tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en situation de déperdition scolaire et même académique à cause de ces bars autour. Maintenant, le fait qu'on enlève les bars autour des universités, des écoles, ne va pas régler totalement le problème parce qu'il y en a qui sont capables de vous prendre la moto 100 francs pour aller boire là où se trouve le bar. Vous voyez un peu. Donc, il y a tout ça qu'il faut véritablement mettre dans ce panier-là en se disant que celui-là qui a un bar et qui reçoit des enfants, par exemple des enfants des lycées et collèges, qui se retrouvent dans votre bar, vous allez peut-être payer une amende, je ne sais pas trop, quelque chose dans ce sens-là. Si c'est les universités, c'est un peu plus compliqué, mais qui est quand même un régime, un encadrement, un cadrage qui voudrait que peut-être que pendant les heures de cours, si on dit que les heures, peut-être qu'à l'université, il y a une pause à midi, que peut-être pendant la pause, quelqu'un peut venir éventuellement boire peut-être une bière et que quand c'est les heures de cours, que le bar... Il y a un élève? Un étudiant. Mais là, c'est bien compliqué, vous savez. Quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver, c'est bien difficile d'interdire à des étudiants qui sont majeurs, vaccinés et tout ça, d'aller s'asseoir et boire une bière. Je parle, il y a des enseignants d'université ici. C'est bien difficile. Donc moi, je crois qu'il faut essayer d'aller dans un cadrage un peu juridique, dans le sens où, si c'est des élèves, qu'il y ait des contraventions, qu'il y ait des amendes. Si c'est des universités, qu'on sensibilise quand même. Docteur Grégoire Manga, vous qui maîtrisez bien la cité universitaire, il y a des 2 soirs, on sait que le phénomène a pignon sur rue, il y a même des bars qui ont pris des appellations, des amphis. Oui, voilà. NB21, NB13, et autres là, entrée capitaine, et autres là. Comment vivez-vous ce phénomène-là? Monsieur Hippolyte, je voudrais dire d'abord que lorsque le président n'a plus qu'à accéder à la magistrature suprême, le 6 novembre 1982, son magistère était basé sur 4 principaux piliers. Le principal pilier, le premier pilier, on va le dire, c'était la démocratisation de l'espace public. Le second, la libéralisation de l'espace économique, de l'économie. Le troisième, c'était la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Et le quatrième, qui nous concerne maintenant, c'est la moralisation des comportements. C'est ça qu'il s'agit, M. Pouinama, la moralisation des comportements. Vous voyez, donc il y a un lien inextricable entre les campus scolaires ou universitaires avec la présence des lieux, des débits de boissons et autres. Je voulais dire que pour répondre à votre question, que les pouvoirs publics ont mis sur pied un cadre normatif qui encadre même la manière dont ces débits de boissons devaient être exploités. Je vais ici convoquer ici le décret 90/483 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des débits de boissons en plus du Cameroun. Vous allez voir que dans ce décret, signé par M. le Président de la République Paul Biya, distingue d'abord les catégories de boissons, les boissons hygiéniques, les boissons alcooliques. On vous dit par exemple là que le préfet est chargé de délivrer les licences d'exploitation en ce qui concerne les boissons alcooliques, le sous-préfet pour les boissons hygiéniques et les ventes des biens emportés. Je voudrais tellement dire que le même décret là insiste en disant que
il était follement interdit la mise sur pied, l'institution, bien l'érection d'un débit de boisson à côté d'un établissement d'enseignement, à côté d'un hôpital, à côté d'un édifice de culte, c'est-à-dire les églises. On va dire 200 mètres, c'est la distance ainsi consacrée par le texte réglementaire dont je viens d'évoquer plus haut. Maintenant, la question que vous me posez, c'est que à la cité université de Soie où je réside, où j'ai fait mes classes, mais mon parcours, je constate malheureusement que cette disposition n'est pas la chose la mieux partagée, parce que les débits de boissons ils sont autour de là, entre capitaines, dont on est beaucoup, en face, c'est 30, 40, 50 mètres. Oui. La cité des lois est contre la loi. Tout à fait, exactement, c'est quand même un paradoxe. Ouais. C'est au vu aussi de toutes les autorités administratives. Je pense qu'à soi, il y a le sous-préfet, là, il y a un préfet, un monsieur le recteur. Bon, on a laissé passer, c'est un laissé-passer, c'est une tolérance administrative qui ne dit pas son nom. Monsieur Pounam, et cela amène des conséquences irréversibles. J'ai des amis, j'ai des camarades qui ont abandonné les études à cause de cela. Moi, j'avais à l'université en 2011, j'ai mes 19 ans, mais ils partent le temps à prendre, comme vous dites, les pensions universitaires de 50 000 francs, 100 000 francs, ils partent avec les filles dans les snack bars, dans les bars et autres là. Et nous, on disait que tu es trop mou, tu es très faible, non, on est trop fort. Non. C'est-à-dire, nul n'était ma bonne conduite, nul n'était les conseils de mes parents, je les ai suivis. Beaucoup de ces débits de boisson, beaucoup de nos jeunes, il faut le dire ici, se sont perdus, se sont égarés dans ces débits de boisson. Vous voyez, parce que le fait qu'on institue ces débits de boisson-là, naturellement, c'est un incitateur, c'est un catalyseur à ce que les jeunes étudiants, monsieur, mon grand frère, un très grand frère estimé, monsieur Christian, tout bien fait de lui dire que bon, dans un campus universitaire à côté là, les étudiants sont quand même plus ou moins conscients. Non, je vais même me surprendre. Il y a des étudiants qui sont même très inconscients. Un master 2 vraiment. C'est rien à voir là. C'est clair, oui. Bien sûr, mais malheureusement, on a l'objet de travail là. L'inconscience a atteint un paroxysme qui ne dit pas son nom. Je pense quand même que il faudrait, parce que je n'ai pas envie de penser, là je chute à la veste, là, monsieur. Mais donc la difficulté, c'est le moyen de coercition. Oui, tout à fait. Parce qu'un gars qui est en licence, tu fais comment pour la répression, la coercition? C'est un peu ça qui est compliqué. Je pense que les étudiants, dans nos élèves, dans nos campus scolaires, nos étudiants, dans nos campus universitaires, devraient d'abord, il doit y avoir une prise de conscience. C'est-à-dire, on doit chercher comme à l'université, à l'école, on cherche ce qu'on veut. Je voulais juste pour dire que M. Bonama, que je ne voudrais pas penser ici que c'est un plan savamment orchestré par certaines autorités qui, voulant à démocratiser la vente de ces débuts, l'utilisation des débuts d'exploitation, parce que des débuts de boissons, parce que je ne comprends pas pourquoi ces débuts de boissons poussent comme des champignons. C'est-à-dire, c'est comme à 10 mètres, vous n'avez qu'à voir certains quartiers, ça Yaoundé. Vous allez par exemple voir la rue des Sauces. C'est-à-dire des bars sont à 50 mètres en allant point fini. Ce n'est pas normal. D'accord. Christian Brice-Oyono, est-ce que on va dire aujourd'hui que le phénomène est contrôlable quand on sait qu'il arrive des jours où vous trouvez, on va te dire, oui, c'est monsieur le sous-préfet qui est là, qui est en train de... Non, là c'est le procureur tel, non, ça c'est le commandant tel qui boit là, même si c'est à proximité du campus. Et il y a un autre phénomène, celui de la qualité, des différentes qualités d'étudiants qu'on retrouve dans des campus. Vous savez qu'il n'y a pas que ceux qui sont partis du toit de leurs parents, voilà, qui s'y trouvent. C'est-à-dire, vous avez parlé de 19 ans en entrant à Soie, il y a d'autres qui entrent à 20 ans, d'autres à 18 ans, d'autres à 17 ans, ça dépend d'être tous sous l'autorité parentale. Mais il y a d'autres également qui font partie de cette masse estudiantine, c'est-à-dire qu'il sort de chez lui, il a sa femme, c'est-à-dire son épouse, il rationne même, et puis il va à l'école. Attendez, ça veut dire qu'il a déjà, il appartient à une catégorie. Ça veut dire qu'il a une hygiène de vie à lui. Est-ce que le phénomène est contrôlable avec des faits comme cela? Monsieur Hippolyte, vous posez une question qui est totalement embarrassante. Elle est embarrassante juste parce que vous avez cité les autorités. En début de votre question, vous avez pris l'exemple des autorités qui sont censées justement contrôler.
ces débits de boissons. Ce sont elles, vous avez cité le maire, le sous-préfet, le préfet ou bien le procureur. Ce sont ces autorités-là. Ce sont ces autorités qui ont un problème de contrôle. Parce que, voyez-vous, monsieur le docteur Grégoire Manga vous a brillamment rappelé le décret de 90. Dans ce décret, c'est un décret totalement éloquent. Il est éloquent pour la préservation des génies, pour la préservation des cerveaux. Alors, si le décret doit être appliqué, il doit être appliqué par qui? Il faut d'abord le savoir. Le décret, tous les ministres ne prennent pas le décret. Le décret est comme une loi qui doit être appliquée. Alors, lorsque le décret est pris, il y a des actes d'application. Et les actes d'application sont pris par qui? Par ces autorités que vous venez de citer, en l'occurrence le préfet ou bien le sous-préfet. Et si vous allez, pour ceux qui ont déjà eu à côtoyer ces débits de boissons, on va vous dire que ce n'est pas tout le monde qui signe l'autorisation en termes d'obtention de la licence de boisson. C'est le préfet. Et cette licence, je pense, elle vaut 60 000 francs. Et le sous-préfet aussi pour une catégorie. Oui, pour une catégorie, justement. Alors, si ce sont, et je vous dis, lorsque on doit vous signer ces papiers, ces autorités ont le devoir de se rassurer de la situation géographique de ces... Puisqu'on demande généralement un plan de localisation. Un plan de localisation. Oui. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le problème se trouve au niveau des autorités. Ce sont les autorités qui sont problématiques là-dedans. Il faudrait que les autorités puissent, en demandant le plan de localisation, vous interpeller en vous disant non, il y a l'institution académique ou scolaire à proximité, Oui, ou votre bien plan s'il montre qu'il y a telle école. dans la zone où vous voulez vous implanter. À ce niveau, vous êtes en bon ton de pouvoir refuser ou d'accorder. Or, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, à la cité universitaire de Soie? C'est les débits de boissons sont à profusion. Et qui donne? Puisque lorsque la mairie ou bien la DGI fait des contrôles sur le terrain, on retrouve bel et bien les licences, ou ce sont les licences A pour les débits de boissons. On vous dit que non, vous voyez bel et bien la signature de l'autorité compétente. À ce niveau, le problème c'est qui? N'accusez pas le barman ou bien c'est le tenancier du débit de boisson. Il cherche, comme on dit au Cameroun, de quoi vivre. Et lorsqu'il cherche de quoi vivre, il s'adresse à qui? À l'autorité qui lui donne l'autorisation d'aller s'installer là où il est installé. À ce niveau, le problème revient à l'autorité, aux autorités que vous avez citées. Ce qui fait que le mal se retrouve, pour le cas d'espèce, le mal se retrouve au niveau des autorités. Il faut que les autorités apprennent à respecter les textes qui sont à leur endroit pour pouvoir garder une certaine hauteur en ce qui concerne l'institution scolaire ou bien l'institution académique. Parce que l'institution scolaire et académique participe à un niveau très élevé à l'image d'un État comme celui du Cameroun. La fondation solide d'une nation. Lazare Nomo, est-ce que vous partagez justement cet avis du docteur Christian Brice-Oyono qui pense que la responsabilité incombe à l'État, c'est-à-dire les autorités, qui délivrent beaucoup plus celles qui délivrent des licences d'exploitation qui devraient tenir compte justement de la situation géographique quand on sait qu'on demande des plans de localisation. Alors, Hippolyte Nama, disons que cette situation, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que mes prédécesseurs, en prenant la parole, tout le monde est revenu sur les autorités.
les autorités. Et ça veut dire que ce sont ces autorités-là, justement, qui amplifient cette manière de faire dans les universités, en fait, aux abords des universités. Je vais vous prendre le cas d'une université que je maîtrise un peu bien, je maîtrise un peu l'environnement. Yaoundé 1, par exemple. Voyez-vous, à Yaoundé 1, par exemple, vous allez trouver à l'intérieur du campus, je dis bien à l'intérieur du campus, des débits de boissons. C'est-à-dire que l'amphi X est de ce côté, mais à côté de l'amphi, il y a des débits de boissons. Ce ne sont pas des restaurants réservés aux enseignants. J'en viens, mais du côté de la fac science. Du côté de la fac. Voilà. Il y en a, il y a des restaurants, il y a également, dans ces restaurants-là, on vend des boissons alcoolisées. Alors, vous voyez donc que quand on peut baigner dans un tel environnement, et c'est une petite situation d'aujourd'hui, cela... à l'université, ça existait déjà. Voilà. Et pourtant, justement, hein, les universités ici ont évoqué des décrets, n'est-ce pas, des décrets qui encadrent cela. Mais pourquoi on peut retrouver donc, qu'est-ce qui justifie cela? C'est justement ce que je m'appelais, c'est-à-dire qu'il y a la main de l'autorité. L'autorité mange son couscous là, quelque part. Il ne faut pas qu'on se le cache. Mais comment ça? Oui, mais parce que... C'est facile à dire, hein? Oui, non, c'est parce que on ne peut pas, à l'intérieur d'une université, ou bien aux abords des lycées, parce que même dans les lycées, ça existe. Dans nos lycées, aujourd'hui, cela existe. C'est-à-dire que vous avez évoqué, vous arrivez là à la pause, une fille ou bien un garçon est en tenue avec, il y a un enseignant qui vient là, les gars se coupent des bières, et on cause. Résultat des courses, on a souvent ce qu'on a, on voit souvent là des bagarres, des problèmes, des mépris envers l'enseignant, le corps enseignant, et ça devient compliqué. Moi, j'ai envie de dire que il faut que nos universités, nos écoles reflètent justement le cadre éducatif. C'est-à-dire que il faut qu'on crée, on est dans le monde, dans le contexte du numérique. On doit nous créer aux alentours de l'université, on nous laisse tout ce qui concerne les bars et autres là, soit les bibliothèques qui seront, on va payer, c'est-à-dire que je viens vers vous pour vouloir un document, je paye le prix des bibliothèques numériques même, à l'époque, nous avions, c'est vrai, il y a des téléphones portables, des Android et autres, nous avions les cybercafés. Quand nous étions là, il y avait des cybercafés et on faisait des recherches. On allait pour faire des recherches et on payait. Et si on pouvait ramener cela peut-être un peu plus mieux dans les universités, parce que c'est derrière même l'amphi 1500 de l'université, vous allez voir qu'il y a le vin de palme qu'on vend là. En Guayaquil, par exemple. Ça vient de Mélène. Oui. On vend le vin de palme là derrière l'amphi. Moi, vous êtes un habitué, Lazare. Oui, mais parce que j'étais à l'ESTIC, j'étais à l'ESTIC. Non, je n'allais pas boire. Non, je n'allais pas boire du vin, mais je constatais qu'il y a des camarades. Mais au-delà de Yaoundé 1, il y a d'autres cités également. Mais il y a d'autres. Lorsque je prends le cas de Yaoundé. Particulier au général, parce que Madoua là, c'est ça. Oui, lorsque je prends Yaoundé 1, je ne fais pas une fixation sur Yaoundé 1, parce que je sais que c'est un cas général à toutes les universités. Alors, Yaoundé 1 pour moi c'est une université que je maîtrise. Public ou privé même. Voilà. Tu as parlé de Ange Raphaël. Ange Raphaël au Carrefour Sec. Oui, là c'est plein de bars. Oui, c'est ça tout à partir à partir du raccourci qui va Makepe. Voilà, l'autre côté qui va à Ndobon. Partout là, le campus est entouré. Mais que ce soit le versant droit ou le versant gauche. Mais là où la difficulté réside justement, c'est comme l'aîné et tout l'a évoqué, un étudiant qui est en licence 3, comment vous allez empêcher à cet étudiant d'aller prendre une bière par exemple? C'est là que il y a la difficulté. Et vous avez évoqué, il y a des étudiants responsables. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a son commerce, il paie ses études, il a même une femme et un enfant, mais il va à l'école, mais il habite les cités universitaires, là, mais il fait le commerce. Mais comment est-ce qu'on va résoudre un tel problème? Le problème qu'il faut résoudre là maintenant, c'est de s'appuyer davantage au niveau de nos lycées. Parce que tout commence par là. C'est au niveau des lycées. Et je pense même que les élèves sont davantage violents
que les étudiants. Ils sont plus violents. Oui, ils sont plus violents. Parce qu'on voit d'aucuns, il enlève, il enlève le haut de la tenue, il a son beau t-shirt, il attache le pull-over au rein. Et puis voilà, il va s'asseoir. Donc, comme de manière, ça devient comme la sociologie des Camerounais, c'est-à-dire que le Camerounais aime la bière. Moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'on laisse quelqu'un à quelque chose à faire là, au lieu de se concentrer, il va te dire que non, je prenais d'abord une bière, comme si cela était un exploit d'aller d'abord prendre une bière et de venir faire ce qui est plus utile. Et je ne sais donc pas comment est-ce qu'on va donc résoudre ce problème lorsqu'on a un peuple qui aime la bière, on a des jeunes qui sont davantage un peu plus aguerris en matière de bière, on a des gens, on ne peut pas, c'est difficile. Peut-être qu'ils font comme vous dans votre monde des directeurs de publication, parce qu'on dit généralement que pour avoir un titre incendiaire, oui, dans la presse, il faut prendre deux bières. Voilà. Quand tu reviens, là, tu vas titrer, tu diras, voici pourquoi X ira Konding. Mais sauf qu'on ne peut pas exclure la bière au Cameroun. La bière, si on exclut la bière, les gens seront davantage malades. C'est l'opium du peuple. C'est l'opium du peuple. Mais il faut encadrer, il faut juste un encadrement juridique pour que cela soit bien. Mais il y a bel et bien cet encadrement. Christian Toundi, est-ce que ce n'est pas un problème de contrôle? Un problème de contrôle aujourd'hui quand on sait qu'il y a certains bars qui trouvent les établissements scolaires, universitaires même, déjà installés. Et les bars viennent après. Maintenant, c'est un problème de contrôle. Il y a un problème de contrôle, mais l'enjeu aussi économique. Vous savez, les brasseries payent beaucoup d'impôts. Vous savez, c'est un peu la difficulté qu'on a à interdire tout ce qui est déviant, tout ce qui est répréhensible. Sinon, la cigarette n'existerait pas. Mais il y a cette gymnastique, ce grand écart-là entre le produit qui peut être répréhensible et les impôts que ces sociétés la payent, vous voyez. Et je disais tout à l'heure, vous vous souvenez des fameuses enquêtes que faisait Atiba Yéna à l'époque et qui reprenait les chiffres, on disait en termes d'hectolitres de bière, parce qu'il a évoqué Lazare, l'a évoqué ici, on boit beaucoup de bière au Cameroun. La situation, je ne sais pas trop, sociale, ou le contexte social, parfois prédispose les Camerounais à se retrouver dans ces espèces de convivialité, dans ces petits moments de joie. Et les molécules de la joie, les bulles de la joie, parfois c'est de la bière. Ouais. La bière, c'est le champagne du pauvre, vous voyez. Parce que quand les pauvres se retrouvent dans les salons feutrés, on va prendre sans publicité, on va prendre un mouette et autres, on va ouvrir et tout, on va discuter là. Mais vous savez, et quelqu'un l'a dit, même si la bière coûte combien, on va toujours boire. On va toujours boire, même si elle coûte. Et il y a même des gens qui créent d'autres espaces de convivialité. Au-delà des bars, il y a des gens qui vont boire la bière là où ça coûte 1500 et ils trouvent que c'est cher. Vous voyez un peu. Ils ont d'autres problèmes, hein, ils ont d'autres problèmes. On entend même parfois des gens dire, voilà, l'argent de la pension des enfants, c'est l'argent de la pension des enfants. L'argent du bar, c'est l'argent du bar, on mélange soit les deux. Vous voyez. Donc il y a ce contexte-là politique qui fait que c'est difficile de réprimer. C'est difficile de réprimer, sinon vous aurez à dos toutes ces brasseries-là qui produisent ces bières, vous aurez à dos ces citoyens-là qui véritablement s'inscrivent un peu dans l'ordre de l'exutoire, de sortir un peu de leurs problèmes, de se dégager la tête. Il y a quelqu'un qui avait chanté, si ta femme est partie, va au bar, boire un coup et va au lit. Et il y a justement des gens qui, si un jour ils ne boivent pas une bière, il n'est pas heureux. Ouais. Parce que la pression du travail, vous êtes journaliste, vous savez, vous êtes patron de cette maison en tant que directeur, vous savez, il faut aller à gauche, à droite, il faut parfois, comme on dit, la tête chauffe. La tête chauffe. Et parfois, à la pause de midi, vous voyez des gens qui créent un petit espace de convivialité autour de la viande grillée, autour de la bière. Et quand vous revenez, parce qu'il n'y a pas que Lazare, pour trouver un petit incendiaire qui va boire une bière, quand vous revenez, vous avez l'impression que la tension a baissé et que vous pouvez facilement gérer X, Y ou Z choses. Je ne dis pas ça pour valoriser, pour exalter la question de la bière, mais c'est pour dire que la répression ici doit s'entourer d'un certain nombre de circonstances. Vous savez, ailleurs, le barman ne doit pas vous servir plus d'un nombre de bières. Parce qu'il sait que peut-être que socialement, vous allez être dangereux. Il y en a peut-être qui vont traverser la route. C'est vraiment possible. Ailleurs, dans notre contexte, oui, où on achète par cuvette. Oui, par cuvette, oui, parce que parfois les enfants de 18 à 25 ans, là, vous savez, c'est eux qui achètent par cuvette. Et pour vous, si vous voulez acheter par cuvette, il faut véritablement qu'il y ait une circonstance qui vous amène à acheter par cuvette. Mais il y a une jeunesse insouciante. Il y a une jeunesse rugissante par rapport à la bière.
Ils rugissent, les gars, ils sont là, ils causent, ils peuvent causer toute la journée. Vous voyez un peu. Moi, je ne vous vois pas Ils ont toujours un geste là, ce doigt là, c'est comme ça. Oui. Comme ça. Et parfois, on a commencé, c'est un autre qui refait la tournée, et ainsi de suite. Et on est là, on passe du temps, vous voyez. Donc moi, Lazare a parlé de cette jeunesse-là qui est parfois brutale par rapport à la bière. Comment est-ce que vous faites pour encadrer cet enfant-là qui est à l'université, qui est supposé avoir une assise morale, qui est supposé aller en cours, qui est supposé être présent en classe, parce que les cours sont en présentiel, beaucoup plus encore chez nous, et qui va passer toute sa journée au bar. Donc moi, je crois que la répression ici, c'est d'abord le cadrage juridique qu'a évoqué le docteur tout à l'heure, mais il y a également le fait que la sensibilisation, on ne doit pas se priver de sensibiliser, mais on doit également faire asseoir ces tenanciers de bar, pour leur faire comprendre que, oui, c'est vrai qu'il y a un impératif de faire du gain. Parce qu'il y en a qui ont le goût du lucre dans cette affaire-là, parce qu'il faut faire du chiffre. Parce que le gars va vous dire, je paye une patente, je paye des papiers, je paye l'impôt, je paye le local, j'ai un personnel à payer, et il faudrait que je maximise les gains, vous voyez. Maintenant, en maximisant les gains, il faut également considérer la catégorie de personnes qui viennent boire chez vous. Parce qu'on doit avoir véritablement une catégorisation des clients que nous devons éduquer. Dire à cet enfant qui est à l'université, non, moi, je préfère que ce soit à partir de tel moment. Je suis véritablement disponible peut-être à partir de 15h30, peut-être à partir de 16h. C'est vrai qu'il y a des cours qui vont jusqu'à la nuit, mais on va quand même créer comme un petit aménagement qui permet à ce que des étudiants puissent se retrouver, s'ils veulent se retrouver, mais que vous également, vous puissiez encadrer. Alors, Hippolyte, il y a un aspect qui va peut-être nous échapper. Vous savez, quand les colons occidentaux voulaient coloniser une région, une zone, je vous prends par exemple la zone de l'Amérique, c'était parfois du whisky frelaté. Et même chez nous ici, les premiers à être au contact des Allemands et autres, avec les boutiques qui arrivaient du côté de Douala, c'était les populations autochtones. Et l'un des premiers cadeaux qu'on donnait aux grands chefs, c'était le whisky. C'était du bon whisky. Parce que le whisky, véritablement, vous désigne, vous fait parfois signer des papiers que si vous étiez lucide, vous n'alliez pas signer. Parfois, même aujourd'hui, il y a des gens, quand ils ont un problème avec leur bailleur, ils amènent le bailleur au snack. Il doit 2 ou 3 mois de loyer au bailleur, et il appelle le bailleur, ils vont manger de la bonne viande grillée, ils vont boire 2 ou 3 bières, et le bailleur aura changé d'avis. Oui. Et en vous disant, vraiment, mon fils, il a fait là, comme c'est même 3 mois. Bon, si tu as même 1 mois, 2, alors qu'il est venu gonfler à bloc, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, parce que l'alcool ici va désinhiber, va créer cet espace de joie, là, cet espace d'harmonie, et va parfois faire oublier l'essentiel. Et on va se situer par rapport à l'accessoire. Donc, moi je crois que sans être complotiste, tout ça est fait à dessein pour que l'intellectuel aujourd'hui perde de vue ce qui est essentiel pour lui. Que cet enfant qui est à l'université, que cet enfant qui est au collège perde de vue l'essentiel qui relève de sa formation, parce qu'on sait bien qu'au bout, ça va être difficile pour lui de se mouvoir ou de, je ne sais pas trop, s'il est lucide, il va vite revendiquer. Je vais sortir par cet ami-là, c'est un ami étonne, Dominique Alomon, qui me disait une fois, tu dois être méchant parce que tu ne bois pas. Il me dit, Christian, tu dois être méchant. Donc tout ce qui vous reste, c'est la méchanceté. Oui. Parce que non, il se dit, vous avez toutes vos têtes, vous avez... oui, il m'arrive parfois de prendre 1 ou 2 bières dans les convivialités, mais sans être sous. Oui. Sans être sous. Et il me dit, parce que pour lui, boire, c'est quand tu bois 4, 5, 6 bières. Là, c'est boire. Et même parfois, Lazare le sait, dans les convivialités de journalistes, on passe le temps à refaire le monde. Oui. On boit 1 bière, 2 bières, 3 bières, 4, 5 bières. On dit dans la corporation que les journalistes boivent beaucoup. C'est parfois ça également. Et c'est là que parfois, vous avez la bonne information, vous avez ceci. On voit également ça ailleurs. Mais sauf que, pour sensibiliser aussi, c'est de la corporation, on boit 2, 3 bières, ça va. Vous voyez un peu. Et si tu bois 2, 3 bières, tu n'es pas méchant, tu es juste lucide, tu sauras traverser la route, tu sauras... Et surtout que vous savez que dans cette profession, il y a la règle des 3 B. Voilà. Donc, Grégoire Manga, Grégoire Manga, n'est-il pas possible aujourd'hui que ceux qui ont des licences et qui sont installés à proximité des établissements scolaires puissent ouvrir uniquement en soirée? Parce que nous savons qu'il y a des licences qui demandent aux détenteurs d'ouvrir uniquement en soirée, c'est-à-dire que dans l'après-midi. N'est-il pas possible de réglementer cela avec même ceux qui sont installés à proximité des établissements? C'est-à-dire que, bon, d'accord, on vous accepte là, à côté de cette école, mais vous ouvrez seulement à partir de 18h.
Monsieur Hippolyte, je voudrais dire, avant de répondre à votre question, deux petites choses pour enchérir à la dernière intervention de mon cher aîné, docteur Monsieur Christian Toundi. Je voudrais dire d'abord qu'il y a les débits de boissons qui viennent trouver, on va le dire ainsi, les établissements scolaires ou académiques. Oui. Vraiment, c'est dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'autorité administrative locale, c'est-à-dire le sous-préfet territorialement compétent, de veiller à ce que on ne puisse pas, que la distance consacrée par les textes, c'est-à-dire 200 mètres, puisse être démise. Je voudrais également dire qu'on ne peut pas prioriser les intérêts d'ordre économique financier au détriment de l'intérêt général de l'éducation. L'éducation n'a pas de prix. On ne peut pas former dans un état avec des sous-là. Vous avez vu ça. C'est ce qui est en train de se passer les jeunes. On ne peut pas parce que vous avez fait tout faire de le dire. Quand vous avez un livré, quand vous avez un sous, quand vous avez c'est-à-dire vous n'avez plus cette lucidité-là. Vous ne pouvez plus revendiquer, vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus songer, vous ne pouvez plus revendiquer, vous ne pouvez plus contester. C'est un peu cela. Donc il faut éviter. Donc, je n'ai pas vu un État au monde qui favorise, qui porte dans la promotion de la bière. Vous allez voir que c'est bien, ils font la puce dans nos chaînes de télévision. Et même quand ils boivent, je ne t'interromps pas, docteur, vous savez, Oktoberfest, c'est en Allemagne. C'est-à-dire c'est le pays de la bière, mais même quand ils boivent, ils bossent. En Pologne. La Pologne, premier pays. Oui, parce qu'on dit parfois, on dit sous comme un Polonais, mais les Polonais, là, c'est des bosseurs. Tout à fait. Sauf que chez nous, on boit, on bosse pas. C'est ça le problème. Monsieur Ponama, pour répondre à votre question, il faut dire que le décret dont je viens d'évoquer, le décret 90, fixant les conditions de modalité d'exploitation des billes de boissons, a ici stratifié deux catégories de débits de boissons. Il y a les ventes emportées, il y a les ventes à consommer sur place. Pour les ventes emportées, c'est de 6 heures, ils ont dit 6 heures à 18 heures, ventes à consommer sur place, c'est 6 heures à minuit. Maintenant, vous dites maintenant que est-ce qu'il n'y a pas lieu de concilier, c'est-à-dire si on met s'il y a un débit de boisson qui est proche d'un établissement scolaire ou universitaire, est-ce qu'on ne peut pas demander à l'établissement, est-ce qu'on ne peut pas faire du temps enseigne que l'établissement, le débit de boisson en question puisse ouvrir uniquement dans l'après-midi. Je vais vous dire qu'il y a certains cours dans les milieux universitaires qui sont dispensés jusqu'à 20 heures. Oui, ça c'est vrai, mais ça limite un peu. Bon, ça va limiter, mais... S'il va falloir prendre 1000, vous prenez 50. Mais monsieur, je voudrais dire ici qu'il faudrait tout part de la prise de conscience, parce qu'au-delà de la répression, parce qu'on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque étudiant, chaque élève, non. Il faudrait d'abord que l'éducation, Martin Luther King disait que ce n'est pas l'éducation que nous pouvons transformer le monde. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'à la base, que les parents ne puissent plus se déresponsabiliser. C'est ce qu'on assiste de nos jours. Que les parents ils ont laissé que c'est les enseignants, c'est l'État qui doit faire. Non, les parents doivent revenir à la charge, conscientiser et rééduquer les enfants, les valeurs transmises par nos ancêtres, par nos grands-parents. Et il va aussi de nos anciens dans les milieux scolaires et académiques. Je voudrais dire pour chuter ici que moi je préconise ceci, parce que pourquoi ne pas créer même des surfaces, des superficies où on peut faire concentrer tous ces débits de boissons. Parce que vous allez voir, s'il prend le cas de l'université de Yaoundé 2, soit que je m'utilise mieux, vous allez voir en face, à 30 mètres, 40, 50 mètres, il y a des débits de boissons de gauche à droite, où à l'opposé de l'entrée principale de l'NB13, de l'université de 2. On pourrait par exemple, c'est-à-dire créer des dépendances domaniales, c'est-à-dire des superficies qui peuvent bien aménager. On affecte ailleurs. Bien sûr. Le village de la bière. Oui, je vous dis que les gens sont capables de s'y rendre. Les gens sont capables de prendre 100, bien sûr. Pour loin là, ça, parce que si ce qu'on propose, pour moi, à mon avis, c'est un peu les mesures cosmétiques. Parce que ça va réduire partiellement le problème, mais pas totalement, comme on le souhaiterait. D'accord. Parce que le problème aussi, c'est que si vous créez une délimitation géographique. Et là où vous allez créer la délimitation géographique, peut-être ça va également créer un autre problème là-bas. C'est peut-être des zones résidentielles, c'est peut-être beaucoup de bruit parce que vous savez, le bar, il y a aussi la dimension, la nuisance qui relève de ces bars-là. Il y a toujours quelqu'un qui se plaindra. Moi, je crois qu'il faut ce cadrage. Justement, à côté des établissements scolaires aujourd'hui, pendant que vous êtes en plein cours, il y a cette musique-là qui résonne à l'extérieur. Les enfants, parfois, ils dansent en classe. Voilà, donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile pour ce. Alors, il y a Lazare Nomon,
Il y a un autre phénomène. On se souvient qu'en octobre 2025, donc octobre de cette année, qui s'achève, le préfet du Fundi, Emmanuel Marie Digdem, a eu à fermer à peu près 42 débits de boissons. Oui, dans le département du Fundi, il y a des raisons qui étaient évoquées. Parce que vous avez ces débits de boissons qui sont installés à proximité des établissements scolaires, mais qui ne font pas uniquement dans la vente des boissons. Vous avez un bar, la façade, et vous avez l'extension, c'est-à-dire vers l'arrière, où on vous propose des chambres de passe. Ouais. Il a eu à fermer 42. C'est un autre problème. Et il y a des étudiants, des élèves qui sont là à côté, hein, et on vous, parfois, d'aller prendre une chambre, et c'est ce qui aboutit généralement aux vidéos, aux scènes obscènes, qui sont généralement balancées sur la toile, des partous avec des élèves et autres là. Ouais. Ça c'est clair. Alors, le docteur a parlé tout à l'heure de la moralisation. La société camerounaise a un réel problème. Vous savez, le débat qu'on tient ici depuis le matin, c'est... Moi, je peux dire que c'est-à-dire que ça ne peut pas véritablement... Le problème est ailleurs. Le problème, c'est la moralisation de la société camerounaise. Et cette moralisation a pris un coup, et c'est à plusieurs échelles. D'abord, au niveau des parents. Au niveau des parents, on parlait tout à l'heure qu'un enseignant se coupe des billets avec son étudiant. C'est la même chose avec le parent. Moi, j'ai atteint un certain âge, je ne pouvais pas m'asseoir avec mon père pour boire une bière. Je ne pouvais même pas lui demander une bière. C'est-à-dire qu'il prend son pôle avec ses amis, ses frères et autres. Quand ils boivent même je ne suis pas là. Tu n'es même pas là. Tu ne peux pas t'asseoir là. On peut juste m'appeler d'aller chercher des verres et autres. Voilà. Mais je ne suis pas là. Mais vous voyez donc aujourd'hui qu'un parent est assis, un enfant qui a à peine 16 ans, alors il dit je bois la booster, je bois, je sais pas. Mais parfois même plus tôt, il y a des parents qui font goûter de l'alcool aux enfants. Hein. Voilà. 4 ans, là, il boit sa bière, il appelle mon fils, viens. Oui, viens. C'est contre la méningite. Voilà, voilà, c'est concret. Mais vous voyez donc, il y a donc un réel problème. Alors, vous évoquez des chambres de passe. Vous savez que là, il y a la bière, là, il y a de l'alcool, il y a le sexe. Le service complet. C'est des gars qui vont ensemble, qui marchent ensemble. Et ce qui crée ça, savent pertinemment que cela a un effet négatif sur l'éducation. Comment trouvez-vous qu'au niveau de l'établissement, vous avez des clubs de nuit, des auberges et autres là, hein, n'est-ce pas? Et comment est-ce que cela peut... C'est justement pour encourager ces enfants-là qui justement nous renvoient plus tard des scènes, on assiste à des scènes, des vidéos et autres là, parce qu'après cette consommation de bière, parfois même ils prennent de la cigarette et d'autres... Parfois vous dites c'est monté. Voilà, c'est monté. Et puis ils arrivent donc là-bas, ils vont dans leur pratique là, ils prennent des téléphones. C'est pour ça que je dis il y a un réel problème de la moralisation. Ça, c'est le côté parental. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau comment j'appelle ça, des enseignants dans les établissements, véritablement, Hippolyte Nama, l'enseignant d'aujourd'hui, excusez-moi, n'est plus l'enseignant d'hier. Aujourd'hui, moi, Nomo, si je rencontre mon enseignant, par exemple de l'estime, j'ai toujours cette peur-là d'aller vers lui. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose, c'est ce respect, cette distance que moi j'ai eue, n'est-ce pas? Même à l'école primaire, moi j'ai encore des enseignants de l'école primaire qui sont en vie, mais malgré leur vieillesse, je ne peux facilement pas aller auprès d'eux, parce que j'ai gardé cette attitude-là. Et ils ont mis, n'est-ce pas, cette distance-là entre l'élève et l'enseignant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand un enseignant, par exemple, drague une fille, vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire que quand un enseignant, par exemple, que ce soit de l'université ou du collège ou du lycée, drague une fille, vous vous attendez à quoi? Et il y aura du mépris. Et il va inviter la fille dans un restaurant, ou c'est pas, dans un bar à côté. Vous voyez un peu comment est-ce que ça va évoluer. Sans t'interrompre, voilà. Même dans certaines universités, il y a des enseignants qui vous disent « Je ne peux lire tes travaux que si on est bien assis quelque part et qu'on mange. » Il y en a qui vous disent ça. Je ne vais pas donner le nom. Comme si là-bas, en mangeant, c'est là qu'il y aura l'inspiration. Vous l'invitez quelque part et c'est là qu'ils discutent de vos travaux avec vous.
Donc, il y a Grégoire Manga. Docteur Grégoire Manga et Christian Brice-Oyono en savent quelque chose. Vous avez votre directeur de thèse. Voilà. Retrouve-moi à tel endroit. On va essayer de voir ça. Parfois, il boit avec du vin. Pas de la bière, du vin. Donc vous voyez qu'il y a donc sur les problèmes. Maintenant, l'autre côté, n'est-ce pas, de la chaîne, c'est également les autorités. Les autorités, c'est-à-dire que les autorités religieuses, les autorités et les autorités même administratives. C'est pour ça que je dis, le Cameroun, nous avons un problème. La moralisation a un problème. Et je crois que, pour moi, et je l'ai toujours dit, si nous voulons à tout prix passer, si nous voulons être développés, il faut d'abord commencer à développer les mentalités, à sensibiliser. On fait des sensibilisations pour le sida, je suis d'accord. On fait des sensibilisations pour tel phénomène, je suis d'accord. Mais on doit être aussi à même de faire des sensibilisations pour la moralisation, n'est-ce pas? Comment, à quel âge, comment est-ce que la boisson, est-ce que c'est bien? Comment il faut qu'on envisage aussi des choses comme ça pour qu'on ne se retrouve pas. Si on parle de cette émission tout à l'heure, vous sortez là, vous faites le ratio, vous allez voir le nombre de jeunes qui sont dans des bars pour boire. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est des jeunes qui sont un peu plus violents, n'est-ce pas? Ils ont des goûts de bière là que vous ne pouvez pas consommer. Ils ont des goûts de bière là que vous ne pouvez pas consommer. Voilà, ils fabriquent parce que leur papille gustative ne supporte plus, n'est-ce pas, voilà. Donc il faut à tout prix qu'ils ingurgitent quelque chose qui fait le fort là. Quand vous dites prenez ceci, il y a quelqu'un qui disait il faut prendre un réacteur, tu mélanges ceci et ça donne. Et ça donne. Vous voyez. Donc Monsieur Hippolyte Nama, vous voyez donc c'est un problème. Le problème est un peu un problème de moralisation. Pour réagir, on sait quand même aussi que dans les établissements scolaires, on peut bloquer le phénomène si nous avons un contrôle rigoureux de la part des surveillants généraux. Parce que vous avez certains, peut-être pas tous, certains qui, du moment où votre élève vient vous dire monsieur, on a faim, mais on peut vous garantir pour vous là, vous avez votre plat là-bas et vos 2 bières, on va s'asseoir là-bas. Voilà, il va vous dire, d'accord, je vous retrouve dans 30 minutes. Ça arrive généralement. Oui, ça on voit ça. Je crois que dans les établissements, il y a beaucoup de surveillants. On peut donner des prérogatives à un surveillant qui va véritablement s'intéresser à ces activités extérieures à l'école. Parce que là, vous parlez des activités extérieures à l'école. Et dans ces activités extérieures, il y a également le fait, vous savez, les enfants, ils vont en congé dans quelques jours. Ils vont en congé dans quelques jours. Nous parlons de ce thème avec un ancrage sur l'école. Mais un enfant en situation de scolarisation, qu'est-ce qu'il fait pendant les congés? Qu'est-ce qu'il fait pendant les vacances? Et il y en a qui vont écumer les bars très bientôt. Vous voyez, Hippolyte a dit, ils vont prendre peut-être les congés là, le 19, par là, le 17 décembre. C'est une période festive. C'est une période de fête. Où on va être invité à gauche, on va être invité à droite, il y a les bars. Donc, c'est l'occasion également de sensibiliser ces enfants en leur disant, ce n'est pas que pendant la période de classe qu'il faut avoir un rapport distant à l'alcool. Et il y a également que vous allez prendre des congés, vous aurez des cours à lire, vous allez revenir, il y a peut-être des examens après, au retour des congés. Vous devez également avoir le même rapport distant à l'alcool. Ne vous laissez pas aller. Parce que quand vous avez beaucoup bu, qu'est-ce qui arrive parfois? Vous rentrez tardivement, parfois pour ceux-là qui ont le sang chaud, parfois ça finit dans les bagarres, ça finit dans les problèmes. Donc il y a tout ça qu'il faut évoquer ici. Donc l'environnement extérieur à l'école doit être assaini. C'est-à-dire s'il y a un surveillant, les écoles ont parfois 2, 3, 4, 5 surveillants, qu'il y ait un surveillant qui fasse la patrouille, qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour de l'école. Parce que ça va être difficile aujourd'hui d'exciper ces bars-là dans l'environnement des écoles, mais qui est quelqu'un dont la prérogative essentielle, véritablement, c'est d'avoir un rapport à ces barman-là en leur disant, voilà, ce sont nos enfants à nous tous, et qu'on ne doit pas accepter que ces enfants soient en situation de déperdition scolaire. Il y a également que si vous trouvez un enfant dans un bar, même comme ça devient un peu dangereux aujourd'hui, il faut le dire. Vous savez, les enfants
l'intelligence de leur génération, parfois, c'est d'amener des lames à l'école, des couteaux, des choses comme ça. Et le surveillant Dans une enquête menée dans un lycée de la place, quand le phénomène des tramoles avait du vent en poupe dans des établissements scolaires, ils faisaient savoir que dans leur pain chargé, dans le pain chargé, c'est-à-dire qu'on ouvre le pain, on met ça là-dedans, on charge. Alors, quand le surveillant général à la porte va fouiller vos sacs, il voit un pain, il voit le couteau, il enlève, il trouve une lame, il enlève, il voit son plastique de pain, non, il laisse, il dit non, c'est votre goûter, c'est votre déjeuner pour la pause. Or, même les couteaux, on les mettait dans le pain, les pains chargés. Incroyable. Oui, on avait mené une enquête dessus, quand j'étais sous d'autres chaudons. C'est pour dire que les surveillants généraux ont du pain sur la planche. Ils ont du pain sur la planche. Oui, parce que c'est comme fouiller le pain d'un enfant et comme demander à une jeune fille de se déshabiller ou d'enlever son soutien et tout ça. Donc, et même là même, parce que vous parlez de la fouille au corps, même là même, il y en a qui ont des choses sur eux bien cachées à des endroits insoupçonnés, vous savez. C'est-à-dire, comment vous faites pour aller chercher une lame dans l'entrejambe de quelqu'un? S'il a bien emballé une lame et qu'il l'a mis dans son entrejambe, vous allez fouiller là et tout ça. Donc, ce n'est pas une chose facile que de contrôler ces enfants. Mais je crois que la présence au bar, la présence effective au bar est facilement contrôlable. Parce que vous connaissez vos élèves, vous faites la patrouille peut-être, même si c'est 2 fois, peut-être la matinée, vous montez, vous descendez. Parce qu'il y a aussi que, et là on s'adresse aussi aux écoles, les enfants qui arrivent en retard et que finalement on ne fidélise pas à l'école, on ouvre pas le portail. Qu'est-ce que ces enfants deviennent? Parce qu'on voit également ça dans d'autres établissements où un enfant arrivé à 8 heures, parce que également c'est des éternels retardataires, les petits là, il arrive à 8 heures et le portier déjà, lui c'est personne ne sort à un moment, il n'a pas cette... le secteur. Non, même pas le soir le secteur. Le vigile. Il reçoit des instructions de la part du une instruction ou du surveillant qui lui dit s'ils arrivent à telle heure, ils n'entrent pas. Donc les enfants, vous allez les voir en vadrouille. Et non plus, ils ne rentrent pas à la maison. Ils ne rentrent pas à la maison. Ils vont des blâmes. Voilà le petit argent qu'on a donné pour le petit goûter à midi. Parfois, ils vont aller acheter les sachets pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Ils vont aller acheter le sachet, ils vont se retrouver, ceux qui ont beaucoup d'argent. Il y a même des tontines de bière. Ils ont des tontines de bière, ces enfants. On va chez tel qui loue une chambre à tel endroit. Voilà. Là-bas, ils se regroupent. Ils se retrouvent, ils achètent la bière parce que parfois, la bière aujourd'hui, c'est en canette et autres. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir des bouteilles parce qu'on va les consigner. Parce que ça également, ça a facilité le phénomène. Ils se retrouvent quelque part dans un domicile. Parfois, ils mangent bien, ils boivent et que vaut la galère. Donc, c'est un peu ça. Moi, je crois que c'est un peu chercher une aiguille dans une bête de foin, cette affaire d'alcool. Mais on peut quand même plus ou moins contrôler dans le sens où on va diminuer les effets de cette déperdition-là. Mais dire que ça va être éradiqué, parce qu'un enfant, parfois, il sort le matin, il est en tenue, mais il a une autre tenue dans le sac. Parce que même vous-même, vous ne pouvez pas l'interpeller en disant, voilà, c'est un enfant de mon lycée. Parfois, le proviseur, même pas si ce n'est pas que c'est un enfant de son lycée. Vous voyez des enfants qui sont assis là à 9 h du matin et qui sont en tenue civile. Mais on peut faire comme on a des systèmes d'auberges et d'hôtels. C'est-à-dire qu'il y a certains visages qui n'entrent pas dans des chambres. Il y a des âges qui n'entrent pas dans des chambres. Il y a des âges qui n'entrent pas des auberges, dans des hôtels. Aussi, on peut faire dans des bars. C'est pour revenir peut-être avec le docteur Christian Bruce-Oyono. Est-ce que les détenteurs de débits de boissons ne devraient pas répondre de leurs responsabilités de cette situation quand on sait qu'ils peuvent accueillir, eux ils veulent faire des recettes, ils peuvent accueillir des étudiants, des élèves dans leur bar, et parfois il arrive souvent, vous voyez des vidéos où on vous dit voilà tel qu'on a retrouvé en train de vomir dans tel bar, voilà dans tel bar, il est fatigué, ses camarades se moquent. Est-ce qu'on ne devrait pas interpeller également ceux qui sont responsables de ces bars-là, sachant que la loi ne demande pas aux élèves de fréquenter des bars, et surtout, quelle que soit la forme de la tenue, on a enlevé le haut, on est resté avec le pullover. D'accord, monsieur Hippolyte. Je vous ai dit dès l'entame de l'émission que vous allez interpeller le barman, oui. Interpeller le barman pour cela. Pourquoi? Parce que le barman, avant tout, est parent. Avant tout, le barman est parent. Donc,
il est de bon ton de lui indiquer que les enfants d'un certain âge ne doivent pas accéder au bar, surtout et surtout encore à certaines heures. Maintenant, lorsqu'on revient sur l'existence des bars, à proximité ou à distance, je vous dis encore et je persiste là-dessus. La première personne qui doit sensibiliser ces barman ou bien ces tenanciers de bar, ce sont les autorités administratives. Ce sont elles qui livrent, qui signent, qui délivrent les licences. Ce sont elles qui contrôlent le dossier administratif ou fiscal d'un débit de boisson. Alors, dans ce dossier, il y a le plan de localisation. Effectivement. Et le plan de localisation, qui plus est, qui est mieux placé qu'une autorité administrative afin de savoir qu'à tel endroit, il y a une école ou bien il y a une institution universitaire. Je reviens également sur ce qu'ont dit mes aînés sur le plateau par rapport à certains qui ont déjà une vie, mais qui sont étudiants. Chers aînés, la loi a certes des exceptions lorsqu'elle doit être appliquée, et ces exceptions sont connues, mais pas les exceptions comme celle de quelqu'un qui est étudiant et qui doit nourrir la famille. À ce niveau, nous sommes en train de construire un État. Il faut éradiquer les mauvaises habitudes. La loi qui dit vous ne devez pas vous installer à proximité d'une institution scolaire ou bien académique. On ne doit pas regarder que non, tu as déjà une famille, et vous me connaissez un peu sur ce plateau où j'ai des positions souvent un peu tranchées. La loi n'a pas de demi-mesure lorsqu'elle doit s'appliquer. À ce niveau, si on a dit ne vous installez pas à proximité, on ne viendra pas regarder si vous avez déjà une famille, si vous n'avez... Non. Ça veut dire que vous pouvez aller vous installer ailleurs. Et lorsque le docteur Manga disait tout à l'heure qu'on peut déporter tout ce monde-là, c'est la même idée que j'avais en tête. On doit les déporter parce que c'est la loi qui inscrit cela. Le décret de 90 est clair là-dessus. Vous ne devez pas. Il n'a pas dit vous pouvez, comme vous pouvez ne pas. Non. Le décret a dit vous ne devez pas. Par conséquent, on ne doit pas retrouver les gens installés à bord des campus pour dire que non, ils vont nourrir leur famille. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et vous savez, monsieur Hippolyte, quand je reviens sur le sous-préfet ou le préfet qui a eu à fermer, je pense, 14 débits de boissons, comme vous l'avez évoqué. 42 débits le autant. préfet du département du Foundi. Oui. Vous savez, monsieur Hippolyte, il y a deux choses qui dérangent la jeunesse camerounaise. Deux choses. Ou bien les deux choses sont réunies en une. La boisson. C'est le facteur déclencheur. La boisson entraîne généralement deux choses, donc, si je me restructure. La boisson entraîne généralement, le sexe. En dehors du sexe, la violence. Ces deux choses-là, regardez très bien quelqu'un qui est sous. La personne sera toujours amenée à adopter un comportement soit de sexe, soit de violence. Toujours, regardez très bien. Peut-être vous n'avez pas fait le constat. Alors, et la jeunesse est une tranche de personnes qui ne s'auto-contrôlent pas. Lorsque quelque chose est bien dans la bouche, j'ai entendu un aîné dire les papilles gustatives doivent changer. Lorsque les papilles gustatives ingurgitent déjà quelque chose de bien pour l'organisme, je vous assure, la jeunesse est beaucoup plus encline à cela.
Et elle est encline, pourquoi? Parce que parfois, elle voudrait s'affirmer. Oui. Et s'affirmer, pourquoi? S'affirmer dans un sens, s'affirmer vis-à-vis des autres jeunes. Ou c'est moi qui peux relever tel défi, ou c'est moi qui peux mieux faire ceci. Et le mieux faire là, c'est toujours dans le sens négatif, dans le sens où la société sera obligée de réprimer. Ainsi donc, vous allez voir, il est de bon ton d'être en harmonie avec le décret de 90 où les débits de boissons ne doivent pas être à proximité des campus scolaires et académiques. En sorte que vous verrez que le barman à ce niveau sera interpellé de près ou de loin, explicitement ou implicitement. Parce que lorsque celui-là va voir un élève peut-être à une tranche d'horaire dans son bar, il sera normal que lui-même se rétracte en disant non, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'à ce niveau, n'interpellons pas le barman comme quelqu'un, un citoyen lambda qu'on devrait faire appliquer, sur qui on devrait faire appliquer la loi. Interpellons davantage le barman, le tenancier, comme étant un parent. Un aide social. Un aide social. Que, monsieur, si on servait de la boisson à votre enfant à un autre endroit, à cette heure-ci, que diriez-vous? Seriez-vous content de votre enfant? Mais vous savez que parfois, l'argent casse les frontières. Hein? Docteur Grégoire Manga, est-ce que cela est possible au Cameroun ici? A dit que le barman, le détenteur d'un débit de boisson donné, puisse s'aligner derrière la loi. Du moment où on voit l'enfant tel, les enfants tels venir dans notre bar, on dit écoutez, moi il faut partir. Mais si vous les acceptez et qu'il arrive quelque chose, on les découvre là, on les trouve à cet endroit qu'on vous punisse, qu'on vous demande même de fermer. Monsieur Hippolyte Nama, il y a un maxime sur les juristes qui dit la loi est due, mais c'est la loi. Il faut, pour l'application d'une telle mesure, il faudrait bien que nous ayons des autorités administratives éclairées, voire même illuminées, qui peuvent taper de la main sur la table. Je voudrais dire ici que ce ne sont pas les tenanciers de boissons, les débits de boissons, ou ces exploitants qui doivent donner la démarche à l'État. Non, c'est plutôt l'inverse. Je pense également que le décret de 90, on vient d'évoquer, considère des tenanciers de ces débits de boissons, ceux naturellement qui s'installent sans autorisation, c'est naturellement, il y a d'autres qui cèdent même leur licence d'exploitation. C'est interdit. Ouais, je prends l'exemple de Dr Yono à son bar. Après matin, 5 mois après, comme c'est les fêtes là, il y a les bars qui poussent comme les champignons là, un jour là. Après, en janvier, c'est là Dr Manga. Après, non. Ce sont les infractions, les législateurs appellent les débits de boissons clandestins. Je pense même que le législateur, les autorités administratives ont le pouvoir de contraindre ces tenanciers des débits de boissons. Certains sont véreux. Il n'y a pas de demi-mesure. Je pense que ce qu'on constate malheureusement, c'est que vous allez voir derrière ces débits de boissons là, vous allez voir cette autorité X ou Y. Si nous voulons construire une société prospère, une société qui est dépouillée, dont la moralité est au cœur du développement, je pense qu'il faudrait s'en départir de telles attitudes. La boisson, c'est un médicament, monsieur Poulinama. Pour qui? C'est un médicament pour nous. Il soigne quoi? Il soigne, il apaise. C'est l'abus. Je veux comprendre. C'est un médicament qui soigne quoi? Vous savez que la valeur thérapeutique. Les Camerounais chaque jour font face à des défis, sont sous la pression, les soucis et autres. Là, quand un Camerounais prend une pitié, un truc, ça apaise quand même la conscience. Avant, même si plus tard il viendra tout le même problème. Pour l'instant, temporairement, c'est un peu d'apaiser. Je pense que le problème n'est pas la boisson. Le problème, c'est que c'est... Je ne vous interromps pas. Vous savez que ce que le docteur Manga est en train de dire est biblique?
Ah bon? Bien sûr. Oui. Jésus. Non, pas Jésus. Je pense qu'il y a un passage biblique même, après le passage de Jésus, qui dit, je ne sais, à Paul qui dit, prends un peu d'alcool, du vin, et cela va vous émouvoir un tout petit peu. Oui. Il y a un passage biblique en dehors de la les Camerounais appliquent la Bible. En dehors de la transformation du vin. À ce niveau, c'est Oui, alors vous êtes en train de poursuivre. Oui, je voulais chuter en disant que la boisson a des vertus thérapeutiques, c'est-à-dire elle apaise des... Vous savez que les Camerounais sont au quotidien, font face à de nombreux défis, de nombreuses pressions, sont stressés, ils tirent le diable par la queue, ils serrent la ceinture, ça n'en va pas. C'est-à-dire, ils se débrouillent, ils disent on va leur faire comment, c'est dur. Donc maintenant, pour s'apaiser, on peut alors prendre comment on dit dans notre jargon. Je voulais dire ici, pour terminer définitivement, que l'encadrement de l'exploitation des débits de boissons au Cameroun doit s'appliquer de manière, c'est-à-dire, l'application n'a pas être que 2 poids 2 mesures, non. Elle doit être systématique. Si on a dit que on ne voudrait pas avoir un débit de boisson 200 mètres aux alentours d'un culte, d'une église, d'un établissement d'ordre secondaire, primaire ou académique, ou j'en passe. Il faudrait que les autorités, et là j'interpelle pour terminer, M. Pouinama, les autorités en charge de l'exécution. Je vais vous rappeler que l'administration a 3 principales missions. Première mission, c'est de préparer la décision de l'autorité politique. Seconde mission, c'est d'appliquer la décision de l'autorité publique. Et le troisième pilier, c'est de maintenir l'ordre sous l'autorité du pouvoir politique. Et administrer veut dire qu'en droit, administrer, c'est veiller à l'application des lois. Différent de la gouverneure qui veut dire prendre les décisions. Ça, c'est bien. Hein? Je pense mais le barman, lui, c'est qu'il y a ces 25 casiers qui attendent un camion. Voilà. Le barman n'est pas au-dessus d'un état de la loi. Non, on ne peut pas sacrifier sous le thé des intérêts individuels, privés, l'éducation de toute une nation. Non, c'est une minorité. Le président n'a plus fondé des espoirs sur la jeunesse camerounaise. Il a toujours rappelé dans ses discours que la jeunesse, c'est le fer et lance de la nation. On ne peut non pas avoir une jeunesse qui est c'est-à-dire qui ne comprend pas les défis auxquels accoler. Non, on ne peut pas se développer avec de telles jeunesses. Donc je pense qu'il faut que les autorités administratives, sous l'autorité du MINAT, puissent davantage prendre leurs responsabilités. Je pense que nous allons voir que la situation va davantage être réduisante. D'accord. Vous avez également une solution qui peut sortir, puisqu'on va déjà à la fin. Oui, disons en termes de solution on l'a amorcé ça. Il y avait un fondu enchaîné entre les causes, les conséquences, les solutions. Mais il faut dire que l'une des solutions les plus évidentes, c'est le fait, n'est-ce pas, du contrôle véritablement du départ, du début de l'installation de ces buvettes-là. C'est-à-dire quand quelqu'un vient pour prendre, je ne sais pas trop, un agrément, une licence et tout ça, que véritablement on veille à ce que ce bar-là soit installé dans un lieu qui n'a pas d'école autour. Il y a déjà ça. La deuxième chose, c'est le contrôle a posteriori. C'est-à-dire, même quand il est allé s'installer là où il n'y a pas d'école et autres, qu'on s'assure que des enfants ne partent pas des écoles peut-être un peu plus loin pour venir boire de ce côté-là. Parce qu'il y a cette capacité de captation et d'attractivité des bars, on met de la bonne musique, il y a de la viande grillée autour et tout. Et donc, ce n'est pas seulement quand ces bars-là sont autour des écoles qu'ils sont fréquentés. Ils peuvent même être un peu plus loin des écoles, mais les enfants partent des écoles pour aller de ce côté-là. Donc, il y a ce contrôle-là a priori, il y a le contrôle a posteriori, mais il y a également les initiatives de sensibilisation. Qu'on fasse comprendre aux tenanciers des bars que ces enfants-là ont plus intérêt à aller à l'école. C'est-à-dire un enfant qui est en première terminale, parce qu'il y a peut-être des études qui vont vous dire que c'est parfois en première terminale que des enfants sauvent des libertés. Parce que le petit de 6e qui va aller, je ne dis pas qu'il ne va pas boire, hein, parce qu'il peut... Mais on sait que c'est autour des 18-20 ans que des enfants prennent parfois des libertés avec l'alcool, que véritablement le tenancier du bar puisse parfois chasser. C'est-à-dire quand les enfants arrivent,
tu dis vraiment, je ne veux pas avoir des problèmes avec la loi. Je ne veux pas de problème, aller plutôt à l'école. Si 2 ou 3 font ça, il y aura quand même une espèce de discipline dans la fréquentation de ces bars et on aura un peu plus d'assainissement. Lazare Nomon. Oui, je rejoins les lignées de par ces propositions, ces solutions. Mais il faut que davantage que le parent, j'insiste sur le parent, parce que le parent, c'est le socle, la base de l'éducation. Il faut que le parent crée également des conditions pour qu'on n'ait pas des enfants alcooliques. Pour qu'on n'ait pas des enfants alcooliques. La bière c'est pas quelque chose qui est bien, n'est-ce pas, pour un enfant qui est appelé à faire ses études, parce que parfois ça fait de l'oubli pour ceux qui boivent. Parfois, quand tu bois régulièrement, quand tu es même fatigué, tu es fatigué à chaque fois, tu n'as pas une production scolaire assez facile. C'est pas aisé pour toi de produire, d'avoir de bons résultats à l'école, parce que c'est toujours la fatigue, c'est ça. Donc moi je pense qu'il faut davantage être centré sur l'éducation de la maison, que le parent, parce que les parents qui se partagent des billets avec des enfants, qui donnent même des billets aux bébés, disant que ça soit une X ou X maladie, vraiment c'est des alibis pour montrer, pour promouvoir la bière, l'alcool de manière générale. On dit, soit nous montre un peu ton verre, ton gobelet là. Christian, docteur Christian. Oui. Pour moi, je suis constant dans ce que j'ai dit tout au long de l'émission, où les autorités ont fort à faire. Ce sont les autorités qui doivent appliquer le décret de 90. En appliquant le décret de 90, les tenanciers de bars vont s'aligner. Et maintenant, comme cela n'est pas déjà respecté de façon absolue, les tenanciers de bar doivent rester sur une posture. On les interpelle en tant que parents. Ils ont leur rôle à jouer là-dedans, parce que la bière entraîne les méfaits dans la société. Merci donc, messieurs, merci à vous d'être passés sur ce plateau pour cette production, l'émission ici La République. Vous qui nous avez pris à partir de notre page Facebook, nous vous remercions également ce matin. Ici La République rentre en gare, production de ce jour. Mesdames, messieurs, restez sur les programmes de Camdis Télévision. Bonne journée à tous.